Le capitalisme est né d'une part en détruisant des civilisations ailleurs, mais aussi en colonisant ici le monde agricole. Autrement dit, si on regarde l'histoire de France, je m'appuie beaucoup sur la société française et comment elle a été détruite, comment on a détruit les modes d'être paysans, comment on a détruit les collectifs. C'est très ressemblant, c'est les mêmes logiques, c'est l'imposition d'un type de rapport social qui va entraîner un affaissement identitaire et qui va entraîner une véritable crise existentielle. Et donc c'est les mêmes logiques en réalité. C'est pour cela que la question coloniale est une question qui est d'une actualité brûlante si on veut qu'un jour ici on sorte de nos crises écologiques, économiques, etc. C'est qu'en réalité il va falloir décoloniser ici aussi. Or on a l'impression que la colonisation ça ne concerne que les autres et que c'est lointain et lié au passé. Or c'est lié au présent et c'est loin d'être que l'extérieur. Bienvenue dans le podcast Oser, une émission d'écologie politique qui donne la parole à des intellectuels, des chercheurs et des professionnels pour mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques de notre monde. Bonjour Saïd Bouamama. Je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de révolution africaine, un sujet qui est assez méconnu, qu'on aborde peu, d'une part dans nos études, à l'école finalement on parle très peu de révolution africaine, on parle souvent de décolonisation, de mouvements de décolonisation, et on les aborde encore moins sous le prisme en fait de figures révolutionnaires, de personnalités qui finalement se sont investis dans des mouvements de lutte au long cours en Afrique. Donc voilà, je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui pour pouvoir en discuter, replacer un peu le contexte historique en fait de ces révolutions tout au long du XXe siècle, de parler des stratégies d'émancipation qui ont été essayées, expérimentées avec plus ou moins de succès et d'échecs lors de ces différentes révolutions africaines, et puis faire un point aussi sur quelques figures en particulier qui m'ont semblé très intéressantes à la lecture de votre livre Figures des révolutions africaines, comme Mehdi Ben Barka, Amilcar Cabral ou encore Thomas Sankara. Et comme on est dans une émission d'écologie politique, je voulais aussi voir ce que l'on pouvait en tirer pour nous aujourd'hui, en fait, dans les stratégies d'écologie politique contemporaine en France, en Europe. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut retirer en fait de ces différentes stratégies qui ont été tentées au long cours lors du XXe siècle en Afrique? Très bien. Eh bien, pour peut-être introduire déjà cette discussion, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, alors moi je suis Saïd Bouamama, je suis sociologue maintenant à la retraite, et pendant près d'un demi-siècle, un peu moins d'un demi-siècle, j'ai consacré mes travaux à tous les mécanismes de domination. Ça m'a mené dans des dimensions très diverses, puisque il y a différentes formes de domination. Donc ça m'a amené de l'anticolonialisme à la question de l'immigration et des rapports socio-racistes, en passant par l'étude de la prostitution et du rapport client-prostitué, qui est un rapport de domination. Bref, ce qui avait de commun à toutes mes recherches, c'était l'organisation de rapports sociaux dans lesquels l'un s'accapare du temps, de la sueur, de la terre, de la richesse d'une autre catégorie de la population. Ça a été c'est le premier aspect de mon identité. Le second aspect, c'est que je suis issu de l'immigration et j'appartiens à une génération charnière, puisque je suis né en 1958, c'est-à-dire je suis né au moment où l'Afrique était en ébullition pour son indépendance. Et donc, dans ma socialisation enfantine, j'avais des parents militants qui me parlaient de grand espoir, et ça m'est resté, et ça a joué dans ma manière de voir le monde et de faire des recherches, où on pouvait voir que il y a des moments historiques dans lesquels l'espoir social fait reculer le sentiment d'impuissance, dans lequel des différentes générations se mobilisent et sont prêts, comme disait Sankara, à inventer l'avenir. Et donc ça m'a donné une posture anti-pessimiste, mais en même temps lucide sur l'ampleur du travail à mener.
Le troisième élément de mon identité, c'est que ces deux premiers aspects m'ont amené très tôt à un engagement militant. Donc, je fais partie de ces chercheurs qui considèrent que la coupure théorie-pratique est une coupure dangereuse et que on gagnerait à multiplier les liens entre militants et chercheurs, entre recherche et activité militante, à avoir des militants qui font de la recherche et des chercheurs qui se mouillent les mains et se salissent les mains à faire un peu de militantisme. Bref, c'est dans l'articulation de la réflexion et de l'expérience concrète que naît une lucidité sur la réalité. C'est-à-dire que je me suis construit dans le monde de la recherche à l'exact inverse des théories dominantes qui demandaient au contraire une coupure du chercheur et de la réalité, une distance du chercheur et de la réalité, ce qui me semble être, moi, anti-heuristique, anti-scientifique. C'est au contraire dans le lien qu'on peut découvrir le réel. Et tout cela m'a amené à saisir à insister sur les liens entre théorie et pratique, liens entre notre sort ici et le sort du reste du monde, liens entre les différentes dimensions d'une même société. Bref, à chaque fois qu'on parcellise la réalité et qu'on ne regarde pas les interactions, eh bien, on perd quelque chose de la réalité. Voilà, en gros, si je devais me présenter, les éléments qui font mon identité. Merci beaucoup, Saïd Bouamama, pour cette introduction et cette présentation. Ça me parle beaucoup, hein, étant moi-même chercheur, ce que vous dites, hein, sur le lien entre activité militante et recherche. Si on parle directement de votre livre et de l'objet de l'émission d'aujourd'hui, à savoir figure de la révolution africaine, qu'est-ce qui vous a motivé en fait à travailler ce sujet et à écrire ce livre ? Alors, ce qui m'a motivé, d'abord en termes de déclencheur, après on regardera les causes, mais en termes de déclencheur, ça a été un certain nombre de travaux que j'ai eu la chance de pouvoir mener en Afrique et en Amérique latine, et dans lesquels je constatais que les chercheurs comme les militants en Afrique et en Amérique latine connaissaient les théories de la domination nées en Occident, connaissaient les grandes figures, les grandes théories des militants, des courants de pensée politique. Bref, quand vous allez en Afrique, vous pouvez parler de Marx, les gens connaissent Marx. Vous pouvez parler de Lénine, les gens connaissent Lénine. Vous pouvez parler de Bakounine, les gens connaissent Bakounine. Je parle du monde militant et pas, bien entendu, de tout le monde. Par contre, j'ai très vite constaté que ici en Europe, lorsque j'abordais la question d'un Menbarka, d'un Sankara, d'un Nkrumah, eh bien, c'était complètement méconnu. Et donc, je me disais, mais c'est quoi cette coupure qui fait que d'un côté, on va aller lire, s'instruire, tenter de tirer des conclusions de théories qui ont été élaborées ailleurs, mais dont on voit qu'elles peuvent servir, en tout cas, elles peuvent donner des enseignements pour des combats en Afrique ou en Amérique latine, alors que de l'autre côté, ici en Europe, il y avait cette idée qu'on n'a pas besoin des autres. Il y a cette idée que nous sommes le seul centre dans lequel ont émergé des tentatives de rompre avec la domination, des tentatives d'améliorer la vie, des tentatives d'aller vers une société plus égalitaire. Cette coupure-là m'a motivé à interroger cette prétention, disons le mot, cette prétention inconsciente, bien entendu, qu'avait une grande partie de la pensée ici en Europe à être la parole du monde, à être la vérité sur le monde et à ne pas, du coup, aller s'enrichir de ce qui se passait ailleurs. La seconde ces expériences m'ont également amené à saisir l'ampleur des dégâts du paradigme colonial, de ce qu'a été la colonisation, qui encore, à mon sens, jusqu'à aujourd'hui, est entièrement sous-estimé. Je constatais en particulier l'existence, le maintien d'un sentiment d'infériorité auprès, conscient ou non d'ailleurs, mais un sentiment d'infériorité avec des références qui étaient prises non pas à partir des réalités locales, mais beaucoup à partir de ce qu'ils apprenaient à l'école. C'est-à-dire qu'on avait des modèles éducationnels qui étaient des modèles qui prenaient en référence les théories et les théoriciens qui étaient ici en Europe ou aux USA, et non pas les penseurs locaux, non pas les penseurs régionaux ou les penseurs africains. Bref, je me disais que la reproduction de l'inégalité issue du colonialisme et de l'esclavage se faisait aussi par les élites et par la reproduction des modèles théoriques, et donc ce sentiment d'infériorité eh bien, m'a amené à vouloir montrer la richesse des tentatives de rupture théorique et pratique en Afrique, et donc d'aller revisiter
l'ensemble de ceux, ça a été un énorme travail, l'ensemble de ceux qui ont tenté de penser l'avenir, qui ont tenté de penser la fin de la domination, et ça m'a amené à découvrir, même si je connaissais déjà un peu, ça m'a amené à découvrir la richesse de ces théories, et le livre ne fait que, ça a été un vrai drame pour moi que de choisir des figures, il n'y en a qu'une dizaine, ça n'est bien entendu qu'un morceau, il y en a beaucoup d'autres qui mériteraient qu'on s'y consacre. Et donc je voyais là la reproduction des conditions de l'esclavage et de la colonisation qui sont d'un côté la construction d'un sentiment d'infériorité du côté des dominés et la construction d'un sentiment de supériorité du côté des dominants. Je pense qu'aucun esclavage et aucune colonisation n'est possible s'il n'y a pas production de ces deux sentiments. Et donc, d'où la nécessité pour moi de montrer cette richesse théorique et pratique qui avait eu lieu ailleurs. Et puis, dernier élément, je constatais aussi ici, cette fois-ci en France, j'ai eu la chance de très vite être beaucoup invité dans les quartiers populaires. Je n'ai toujours pas compris pourquoi moi, par rapport à d'autres chercheurs, j'ai eu autant de demandes dans les quartiers populaires. Souvent, on me dit que j'ai une capacité à traduire des théories complexes et donc peut-être que ça a aidé. N'empêche que dans ces réunions dans les quartiers populaires, ce que je constatais, c'était une blessure identitaire auprès des jeunes issus de la colonisation. Je préfère les appeler ainsi que issus de l'immigration, dans lequel il y avait également une reproduction de la méconnaissance de l'ampleur de leur héritage théorique et pratique et militant, et également cette idée que l'essentiel des réflexions sur l'émancipation venait d'ici d'Europe, et donc une méconnaissance des pays d'origine, des pays de leurs parents et de la richesse théorique et pratique dans ces pays. Ces trois raisons-là m'ont amené à me dire qu'il fallait, de manière simple, la plus simple possible, synthétiser, montrer des figures qui étaient des figures qui ont essayé, à la fois au niveau théorique et au niveau de leur engagement militant, de transformer la réalité. Voilà l'origine du livre, tout simplement. Merci beaucoup, et moi j'ai trouvé ça extrêmement bien exécuté dans le livre, hein. Alors comme vous le disiez, ça a dû être très très difficile de choisir les différents protagonistes, hein, que l'on suit tout au long du livre. Je vous avoue que à la fin de la lecture de l'ouvrage, la première envie qui moi m'est venue, c'est d'aller vers des biographies de ces personnages en particulier pour creuser la question. Voilà, c'est vraiment il y a une volonté de comprendre beaucoup plus précisément quelle a pu être la vie, la pensée de ces personnes-là. Vous disiez aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'ici en Europe, on ne pense pas qu'en Afrique ou ailleurs, en Amérique latine, en Asie, il y ait pu avoir en fait des grands penseurs, des grands théoriciens, des grands militants révolutionnaires qui ont pu écrire, et c'est vraiment à la lecture de votre livre, on se rend compte à quel point cette richesse est grande et entremêlée aussi en fait avec l'Europe, puisqu'il y a sans arrêt en fait des voyages entre ces différentes personnalités, entre l'Europe, l'Afrique, etc. Et en fait une multitude d'échanges, et c'est difficile en fait de cloisonner réellement un peu la pensée de ces personnalités. Absolument, mais vous savez, je pense que c'est une des grandes erreurs de beaucoup d'approches ici en Europe que de considérer qu'il y a des mondes séparés. En réalité, depuis 1492, c'est-à-dire depuis qu'il y a eu un projet à un endroit du monde qui était l'Europe, d'aller coloniser, puisque le capitalisme est né de la colonisation, est né avec la colonisation, depuis la destruction des civilisations amérindiennes ou indigènes en Amérique. L'histoire du monde est une. C'est-à-dire que l'enrichissement à un endroit est le résultat de la paupérisation à un autre endroit. L'essor industriel à un endroit est le résultat de la destruction des écosystèmes à d'autres endroits, avec des effets de retour sur notre propre environnement. Et si on ne prend pas en compte cela, eh bien, on va occulter le fait que tout ce qui se passe à un endroit de la planète a inévitablement des effets à un autre endroit. Et c'est les interactions qu'il faut prendre en compte. Et depuis 1492, notre sort est lié. Il n'y a plus d'histoire séparée des différents continents. Un acte de violence absolue est venu relier
les différents endroits de la planète, pour le meilleur et pour le pire, et pour l'instant, c'est pour le pire. Oui, mais tout à fait. C'est drôle que vous évoquiez ce sujet, puisque hier soir, j'animais un book club avec certains militants autour du livre La malédiction de la muscade de Amitav Ghosh, qui est précisément en fait sur ce sujet et le lien entre capitalisme, colonialisme, racisme. Je mettrai le lien aussi en description de l'épisode pour les personnes qui veulent vraiment creuser cette question. Je vous propose de rentrer un petit peu dans le cœur du sujet du livre et peut-être de démarrer par un contexte historique, parce que encore une fois, c'est vraiment en fait une époque qui est extrêmement méconnue en fait, hein, qui n'est pas vraiment dans nos livres d'histoire, ou alors de manière très expresse. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est en fait la situation politique sur le continent africain au début du XXe siècle? Oui, bien sûr. Alors, peut-être avant, puisque vous aviez posé une question sur les figures et sur le choix oui, bien de ces sûr. figures, quelques éléments sur comment j'ai choisi, parce que bien, c'était un vrai casse-tête hein, de choisir. Alors, j'imagine. J'ai pris 4 critères qui me semblaient incontournables, tout en pensant d'ailleurs à la dimension, moi je reste un militant, à la dimension d'aujourd'hui, aux besoins d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux besoins de transformation et de comment changer ce monde. Le premier, c'était de réinscrire le temps. Premier critère, réinscrire le temps, c'est-à-dire que j'ai pris des figures qui étaient à différents moments du processus colonial et à différents moments du processus de révolte anticoloniale. Chacun des âges hérite des luttes du passé. Et ça, c'est aussi un élément important. Trop souvent, on a l'impression de tout inventer. En fait, nous sommes des héritiers. Et c'était pour moi important de montrer des gens qui s'étaient battus au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Sankara qui vient clore le livre. Bref, à différents moments. Ça, pour moi, c'était le premier critère qui était important. Aussi pour qu'aujourd'hui, nous ayons en tête que il faut inscrire dans la durée. Si on veut vraiment transformer le monde réellement, eh ben, il faut l'inscrire dans la durée. La seconde dimension, c'était de prendre l'intégralité du continent, parce que la colonisation, elle a été à la fois une en termes de destruction et diverse en termes de méthode. Et donc, c'était important de prendre des gens qui venaient des colonies portugaises, qui étaient un type de colonisation particulière, d'autres qui venaient des colonies anglaises, qui étaient un type de colonisation particulière, et d'autres, bien entendu, françaises. C'était pour montrer à la fois ce qu'il y avait de commun et ce qu'il y avait de différent entre ces différentes colonisations. Le troisième élément, ça a été un élément très utilitaire, c'est par rapport au débat d'aujourd'hui, où il y a un certain nombre de ces chercheurs qui, pour moi, abordent des questions qui sont d'une actualité brûlante. Et donc, dans le choix, il y a aussi eu l'état des débats contemporains pour les prendre en compte. Et puis, le dernier élément, ça a été justement sur l'interaction dont on parlait tout à l'heure, où je voulais montrer l'interaction entre les diasporas et les mouvements anticoloniaux. D'où la figure de Malcolm X qui figure à l'intérieur, et en quoi le lien entre le devenir des diasporas, leur avenir dans une société, et les pays d'où viennent leurs parents, voire leurs ancêtres, eh bien c'est un élément qui va ensemble. Il n'y aura pas de destruction du racisme en Europe s'il n'y a pas une Afrique qui est réellement indépendante et non pas avec une dépendance comme on la connaît aujourd'hui, s'il n'y a pas un respect des environnements et donc des intérêts des classes populaires, puisque quand on détruit un environnement, c'est d'abord les classes populaires qui payent. Et donc je voulais montrer cette interaction. Sur la question de la situation politique, je voudrais souligner 3 choses sur l'état du continent au début du XXe siècle. La première, c'est qu'on est dans une colonisation qui est devenue quasi intégrale. Quasiment l'ensemble du continent est colonisé. On s'est partagé le continent comme on se partage un gâteau. Ça a été autour d'un congrès dans lequel on a regardé les cartes et regardé l'état des forces militaires et on s'est partagé le monde avec le non-respect des géographies humaines. Autrement dit, on a mis des frontières en divisant des peuples, en divisant des ethnies, uniquement sur la base des intérêts économiques des puissances coloniales et non pas de la géographie politique ou de la géographie humaine héritée de l'histoire. Bref, on est sur la colonisation au début du XXe siècle a atteint, on va dire, son âge d'or. On entre dans le moment dans lequel on pense que c'est définitif.
Ici, le discours qui est tenu en Europe est un discours qui est même plus un discours de justification, c'est un discours de gestion des colonies. Et donc, ça, c'est le premier élément de contexte. Le second élément de contexte, c'est qu'on est également dans une transformation des résistances. Contrairement à une idée apparente, il ne faut pas attendre le XXe siècle pour que ça se révolte. En réalité, les résistances ont toujours existé. Depuis quasiment la première capture d'esclaves, on a des résistances. Elles ont pris des formes très diverses. Elles ont pris des formes de résistance collective et de résistance armée aux colonisateurs. Elles ont pris des formes d'empoisonnement du colonisateur. Elles ont pris des formes culturelles. Elles ont pris une multitude de formes. Mais la forme principale, c'était la révolte de communautés organisées contre un envahisseur qui venait. Cette forme-là, elle est militairement battue. Ça a été des massacres. Un peu partout, la colonisation a débouché sur des massacres. Ça a été des guerres de longue durée. Mais cette forme de colonisation, on va dire, les insurrections paysannes ou des insurrections tribales collectives arrivent à son épuisement et on est dans un entre-deux. Autrement dit, les sociétés sont à la recherche de nouveaux modes de résistance plus adaptés au rapport de force avec le colonialisme, et c'est là que vont s'inventer les formes contemporaines de résistance. Et donc, dans cet entre-deux prend la forme d'une contre-société. Avant même que de repartir à l'offensive, la résistance n'a jamais cessé, mais elle a pris une forme de repli sur soi, de repli sur sa culture, de repli sur la religion, sur les religions. En gros, tout ce qui distinguait du colonisateur était un des éléments. En gros, être soi-même pour ne pas disparaître, être soi-même pour ne pas être avalé, être soi-même pour pouvoir tenir. C'est une réaction de survie qui va être une des dimensions qui va permettre après de passer à des phases plus offensives. Voilà où on en est au début du XXe siècle, une colonisation qui s'estime définitive et pour un millénaire, un âge de la résistance qui est terminé et une société qui se prépare à repartir à l'offensive et pour cela se replie d'abord sur elle-même. Alors, une des choses aussi qui est frappante dans le livre et sur laquelle vous insistez, et je pense que c'est peut-être important de revenir là-dessus aussi, parce que quand on connaît mal en fait l'histoire de l'Afrique, comme moi d'ailleurs, et l'histoire des différentes nations et des différentes émancipations de ces nations africaines, on a tendance à peut-être mettre dans un même sac toutes les ethnies, toutes les différentes communautés. Du coup, est-ce que vous pourriez peut-être, à travers un ou deux exemples, je ne sais pas, mais nous expliquer en quoi finalement ces nations ne sont pas réellement des nations, ne sont pas forcément unifiées, et en quoi en fait on n'est pas sur des identités uniques, ni sur des mêmes intérêts au sein en fait de ces peuples colonisés qui sont enfermés à travers des frontières non choisies. Absolument. Un des mécanismes des théories justificatives de la colonisation, ça a été de les globaliser. Autrement dit, d'oublier qu'on a affaire à un continent et que sur ce continent, il y a autant de diversité que dans tous les autres continents. L'humanité a toujours été extrêmement diverse. Les cultures humaines sont nées pour donner sens et construire d'abord une survie et ensuite une vie, et donc on s'est adapté aux contextes locaux, aux histoires locales, etc. Et ça va donner sur le continent une réalité extrêmement diverse. On va de réalités dans lesquelles il y a des tribus qui sont séparées les unes des autres, à d'autres endroits des tribus qui sont en lien d'interaction permanente, etc. À d'autres endroits, des royautés, à d'autres endroits, des empires. Bref, cette idée que l'Afrique était un désert auparavant, ou soit simplement une multitude, soit une globalité sauvage, ces images-là sont des images qui ont contribué à justifier la colonisation. Et donc, il faut la prendre telle qu'elle est. En réalité, la vie africaine était une histoire qui était en construction, comme toutes les histoires du monde, et avec d'ailleurs des points communs avec d'autres endroits du monde. On était à des âges différents de l'histoire humaine, et en Afrique, l'histoire se déroulait. Un des apports de Cabral qu'on va aborder tout à l'heure, un des apports d'Amilcar Cabral, c'est justement d'avoir montré en quoi l'esclavage puis la colonisation sont en réalité, si on devait les définir, une première définition, c'est l'arrêt violent de l'histoire propre de chacun de ces peuples.
contrairement au discours sur que les peuples africains seraient des peuples sans histoire, qu'un Sarkozy va redire à Dakar récemment, il y a quelques années, contrairement à cette image, l'Afrique est pleine d'histoire, comme tous les peuples du monde, et c'est l'esclavage et la colonisation qui vient rompre par la violence cette histoire. Et les indépendances sont d'ailleurs pensées par Cabral comme la réouverture de l'histoire des peuples africains. Autrement dit, ces peuples qui étaient en développement dans leur histoire, tissaient des liens qui débouchaient sur des nations, qui débouchaient sur des États, qui débouchaient sur des royaumes. Et dans le continent africain, on avait différentes réalités. Et c'est tout cela que n'a pas pris en compte la colonisation, bien entendu, puisque leur seule préoccupation, c'était de s'accaparer des terres. Et donc, toute cette multitude et cette diversité n'a pas été prise en compte. Alors, j'aimerais aussi, si vous le voulez bien, qu'on revienne sur la situation sociale en fait des peuples sous les régimes coloniaux, pour qu'on comprenne concrètement ce que ça veut dire de vivre à cette époque-là sous un régime colonial, puisque voilà, il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui circulent, comme quoi, bon, finalement, la colonisation pourrait être positive, aurait apporté du progrès, etc. Et sans rentrer là tout de suite sur ce sujet-là, peut-être déjà comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire de vivre en fait sous un régime colonial au début du XXe siècle en Afrique. Alors, comme toutes les colonisations nécessitent l'accaparement des terres. Or, c'est l'accaparement de terres de peuples qui vivent d'abord sur une base paysanne. L'essentiel des économies sont des économies qui sont au stade de l'économie familiale, au stade de l'économie communautaire, au stade de l'économie villageoise. L'essentiel de l'Afrique du Nord au Sud fonctionne à partir de ces collectifs de base. Alors c'est très différent d'un endroit à l'autre, mais ça va de l'ethnie à la djemma en Afrique du Nord, en passant par des formes d'économie collective, etc. Ce que fait la colonisation, c'est un premier geste, c'est de venir nier ce qui est sans doute un des éléments qui fait une homogénéité africaine, qui est cette dimension collective. La terre est quasiment nulle part une propriété privée. On a quelques exemples d'économie privée, mais quasiment partout, c'est une économie collective, dans des formes très différentes. À certains endroits, on s'est réunis chaque année pour répartir entre les membres du village, en fonction du nombre d'enfants, la taille du terrain qu'on va pouvoir utiliser pour la survie. À d'autres endroits, c'est une économie dans laquelle on travaille tous ensemble la terre, etc. Bref, on a un héritage de propriété tribale, ethnique, communautaire, etc. Et un des premiers actes de la colonisation, par définition, comme on veut s'accaparer l'économie, c'est de privatiser la terre. C'est pour cela que je définis souvent la colonisation comme étant d'abord l'universalisation des rapports capitalistes. C'est pas forcément la présence militaire qui est essentielle. D'ailleurs, c'est ce qui va expliquer qu'on peut avoir des formes de colonisation aujourd'hui, la néocolonisation, dans laquelle il n'y a pas de soldats ou peu de soldats étrangers, mais dans lequel, comme il y a des rapports socio-capitalistes qui ont été imposés, eh bien, la dépendance se maintient. Donc d'abord une destruction des conditions de vie matérielles des gens. C'est la pauvreté qui s'installe alors que l'Afrique ne la connaissait pas. On a aujourd'hui des évaluations économiques depuis que on a été un certain nombre à imposer dans une fraction certes minoritaire, mais en tout cas c'est des recherches. En tout cas, il y a des recherches qui se mettent en place. On a aujourd'hui des recherches qui comparent les niveaux de vie entre l'Europe et l'Afrique avant la colonisation. Eh bien, les conclusions sont convergentes. Si je devais les évaluer, j'ai au moins en tête une dizaine d'études qui indiquent que au moins les niveaux de vie étaient comparables, si ce n'est supérieurs pour un certain nombre de ces études. Donc on a d'abord une paupérisation massive avec l'apparition de famines qui ne dépendent plus des événements naturels. Auparavant, il y avait des difficultés de la survie, mais qui correspondaient à des catastrophes climatiques, etc. Là, on va avoir des choses qui vont s'inscrire dans le fonctionnement des économies. Et c'est lié, bien entendu, au vol des terres. Les meilleures terres sont accaparées. Et donc, on a une société qui est paupérisée. Cette paupérisation économique
entraîne un affaissement intellectuel, idéologique, moral. Autrement dit, on a des sociétés dont toute la culture est basée sur la paysannerie. Toute la culture est basée, le rapport est basé sur le rapport à la nature, est basé sur l'harmonie avec la nature. Quand on enlève la base de cela qui est la terre et la propriété collective de la terre, quand on la transforme en outil de rentabilité, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a une véritable crise d'identité qui se met en place. Et donc, on a, quand on parle de violence coloniale, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la violence physique. Ça a été beaucoup plus important que cela. On est venu détruire le sens même de l'existence d'un certain nombre de peuples, de groupes sociaux. Le troisième élément, c'est qu'on a une mise en dépendance de toute une partie de ces paysans paupérisés vis-à-vis d'une nouvelle économie tenue par les colons. Et donc, on va voir apparaître le salariat colonial, dans lequel des paysans qui n'ont pas choisi d'arrêter d'être paysans, qui n'ont pas voulu arrêter d'être paysans, qui se retrouvent à être des salariés des colonisateurs. Et pour faire tenir tout cela, parce que bien entendu, une telle violence ne peut tenir que si les colonisés sont contraints de le faire, eh bien on va mettre en place, contrairement au discours qui est tenu sur la démocratie née en Occident, sur la citoyenneté née en Occident, sur la mission civilisatrice, contrairement à cela, on va mettre en place un cadre juridique qui est un cadre juridique dans lequel on a deux types de droits, un droit pour les colons et un droit pour les indigènes. C'est le code de l'indigénat, dans lequel, avec la même infraction, on n'a pas la même peine, dans laquelle il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas considérées comme des infractions pour le colon et qui sont considérées comme des infractions ou des crimes pour le colonisé. Et ça va très loin. Hein. Par exemple, refuser, ne pas saluer un colon va être considéré comme pouvant entraîner de la prison. Alors que l'inverse, un colon qui ne salue pas un indigène, bien entendu, n'encourt rien du tout. Bref, on va avoir un code de l'indigénat qui prévoit des punition collective, autrement dit, quand un membre du village refuse un ordre colonial, c'est l'ensemble du village qui va payer ou l'ensemble de la famille. On va avoir des amendes, on va avoir des travaux forcés, on va avoir un second droit qui se met en place, alors que tout le discours de justification est un discours sur la démocratie et la civilisation auquel les Africains n'auraient pas encore accédé et qui devraient y accéder par la colonisation. C'est très intéressant ce que vous dites et la référence que vous faisiez tout à l'heure au rapport capitaliste, puisque en fait ce mode d'appropriation des terres, de vol du sens même et du pouvoir de vie était aussi présent en Europe et en Amérique. Ça a été bien expliqué, notamment dans la guerre contre les forêts, à travers le mouvement des enclosures, l'appropriation des terres paysannes et la négation des modes de vie paysans tout au long aussi des derniers siècles en Europe. Et par rapport à la puissance du droit et ce double droit, ça me fait penser aussi très précisément à ce qui a été mis en place aux États-Unis à la fin du 19e siècle, après la guerre de sécession, et sur ce double droit entre les Noirs et les WASP, où les Noirs, effectivement, pouvaient être mis en prison dans le Sud juridiquement pour des infractions telles que oisiveté sur la voie publique. Hein. Ça a été très bien expliqué dans le livre Black America, qui est sur l'histoire des luttes noires aux États-Unis. Et donc on voit en fait que oui, cette application en Afrique à travers les régimes coloniaux se traduit aussi d'une part à travers ce qui a pu être fait ou ce qui est fait en même temps pour certaines populations dans les pays colonisateurs. Oui, dans un de mes derniers ouvrages, je développe cette thèse qui est la thèse de la colonisation intérieure. Autrement dit, trop souvent, on parle de capitalisme qui aurait entraîné le colonialisme. Je pense que ces deux concepts ne sont pas séparables et que le capitalisme est né d'une part en détruisant des civilisations ailleurs, mais aussi en colonisant ici le monde agricole. Autrement dit, si on regarde l'histoire de France, je m'appuie beaucoup sur la société française et comment elle a été détruite, comment on a détruit les modes d'être paysans, comment on a détruit les collectifs. C'est très ressemblant, c'est les mêmes logiques, c'est l'imposition d'un type de rapport social qui va entraîner un affaissement identitaire et qui va entraîner une véritable crise existentielle. Et donc c'est les mêmes logiques. En réalité,
C'est pour cela que la question coloniale est une question qui est d'une actualité brûlante si on veut qu'un jour ici on sorte de nos crises écologiques, économiques, etc. C'est qu'en réalité, il va falloir décoloniser ici aussi. Or, on a l'impression que la colonisation, ça ne concerne que les autres et que c'est lointain et lié au passé. Or, c'est lié au présent et c'est loin d'être que l'extérieur. Et alors, pour peut-être aussi comprendre la diversité des modes de colonisation qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, est-ce que vous pourriez peut-être pointer quelles sont les différences en fait entre les modes de colonisation d'un pays colonisateur d'un empire colonisateur comme le Royaume-Uni et de l'autre côté la France, pour qu'on essaie de voir de quelle manière ça peut se traduire de façon assez différente au final. Alors, si on regarde l'ensemble du continent, on peut en gros trouver 3 modèles de colonisation. Le premier modèle de colonisation, c'est la colonisation d'exploitation. Autrement dit, la préoccupation première est à ce niveau-là l'exploitation. Il s'agit de s'accaparer les richesses et la force de travail pour les mettre au service de l'économie colonisatrice. Et il n'y a pas avec cela d'idée d'influer sur la culture des gens, de transformer les gens, de leur imposer une civilisation qui viendrait d'ailleurs. Donc c'est des modèles, hein, donc ça n'a jamais été pur comme cela, mais on a un premier type où c'était ça l'essentiel. Beaucoup de colonies anglaises ont été de ce type-là. Autrement dit, le colonisateur anglais s'appuyait sur les pouvoirs locaux, respectait les chefs locaux à condition qu'ils mettent au travail les populations au service du colonisateur. Donc ça a été un premier modèle. À celui-là s'ajoute un second modèle qui va être la colonisation de peuplement, où là l'idée c'est d'implanter une population européenne quantitativement importante et donc également de transformer complètement la société. Et donc là on va avoir une colonisation beaucoup plus agressive qui va s'attaquer aux cultures, qui va tenter d'assimiler les personnes, etc. Et puis on va avoir un troisième type de colonisation, plus du côté de la colonisation portugaise ou même de l'Afrique du Sud, parce que je pense que c'est une logique coloniale également, qui va être, ou du Congo, qui vont être des colonisations que j'appelle collectives. Autrement dit, dans le partage de l'Afrique, il y a eu un certain nombre d'endroits dans lesquels aucun des colonisateurs n'était prêt à céder à l'autre la mainmise sur un territoire. Et donc il y a eu un accord pour mettre en place des colonisations au service de l'ensemble des colonisateurs. Par exemple, le Portugal, qui était un impérialisme trop faible pour prétendre être complètement autonome, gérait les colonies portugaises au nom de l'ensemble des puissances coloniales. Au Portugal, un Anglais pouvait investir, un États-Unien pouvait investir, alors qu'en Algérie, il n'y avait que les Français qui pouvaient investir, il y avait interdiction pour les autres d'y aller. Donc on a cette troisième forme de colonisation. Du côté de la colonisation anglaise, on retrouve les 2 premières, et même les 3, mais la forme dominante, c'est la colonisation d'exploitation. Du côté du colonisateur français, on a, en plus de l'exploitation, cette prétention à transformer du tout au tout la société. La thèse de la mission civilisatrice a été portée en Angleterre comme ici, mais elle a été mise en œuvre beaucoup plus fortement par les Français qui ont eu l'illusion qu'effectivement, ils allaient pouvoir transformer complètement les sociétés. D'où une arrogance qui va être beaucoup plus forte, d'où des attaques contre des sphères auxquelles les Anglais ne vont pas toucher, les dimensions religieuses, les dimensions culturelles, etc. Et donc on va, par exemple, avoir dans l'Algérie coloniale, on va avoir un pouvoir républicain qui favorise la christianisation et donc qui aide des religieux à venir développer le christianisme en Afrique du Nord et en Algérie en particulier. Donc on a bien cette idée que tout ce qui vient de l'Occident, sa culture, sa civilisation, etc., doit s'imposer et doit s'imposer par la force. On n'est pas là uniquement pour retirer de la plus-value ou de la force de travail, on est là aussi pour s'accaparer l'ensemble de l'existence. Voilà, en gros, alors ces 3 formes ont existé pour tous les colonisateurs, mais avec des dimensions plus importantes pour la France en matière culturelle, civilisationnelle, etc. D'où une violence plus forte aussi. Et face justement à ces modes d'exploitation, enfin à ces modes de colonisation,
Comment est-ce que les mouvements sociaux décoloniaux voient le jour? Alors, vous l'avez dit, hein, et je pense que c'est important encore de le rappeler, c'est-à-dire que on n'a pas attendu le XXe siècle pour que les gens décident de lutter pour s'émanciper ou de lutter contre la colonisation, contre la violence, contre finalement l'exploitation de leurs terres et de leur corps, bien évidemment. Mais donc, à ce moment-là du début du XXe siècle, si je ne dis pas de bêtises, sinon corrigez-moi, on a vraiment en fait des mouvements sociaux décoloniaux qui commencent à voir le jour. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'ils s'expriment, dans quel pays en particulier, et après on pourra discuter plus précisément des différentes stratégies d'émancipation. Alors, les évolutions, les âges, on pourrait parler d'âge de la résistance, sont en lien avec les évolutions du contexte. Autrement dit, c'est la rencontre entre une dimension de résistance qui n'a jamais cessé et un contexte nouveau qui fait qu'émergent à des moments donnés des transformations qualitatives dans les formes et dans l'ampleur de la résistance. On peut en citer quelques-uns. Par exemple, la Première Guerre mondiale et le fait qu'un certain nombre d'indigènes se retrouvent soldats dans une guerre qui n'est pas la leur, va être un moment important en termes de conscientisation, va être un moment important parce que les indigènes vont constater, et là-dessus on a plein de témoignages de gens qui ont vécu cette expérience, vont constater que ce mythe qui depuis l'esclavage est diffusé à force de propagande sur l'invincibilité de l'homme blanc, sur la supériorité de l'homme blanc, est quelque chose qui va être détruit. On a des témoignages qui montrent, par exemple, que on voit découvrir que l'homme blanc a peur, que l'homme blanc pleure. Autrement dit, on vient casser l'ensemble de l'enrobage qui a permis de tenir jusque-là. On va avoir également la révolution de 1917 en Russie, qui, pour au moins deux raisons, va venir transformer les choses. La première, c'est que pour la première fois en Europe, émerge un État qui, même s'il est peu connu, etc., parle d'indépendance des colonies et critique le système colonial. Et là, on a des preuves. Alors, les gens le perçoivent de très loin et donc parfois le perçoivent de manière très déformée, etc. Mais par contre, ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau. On va le revivre en 1945 avec la défaite du nazisme, mais aussi avec le fait que pendant toute la durée de la guerre, pour mobiliser les indigènes dans les armées coloniales, on a parlé de nation, d'indépendance nationale, de liberté, de mourir pour la liberté, de lutte contre les dictatures, et que tout cela, après, eh bien, quand on rentre au pays, on se dit mais pourquoi ça s'applique pas ici? Et donc, on va avoir des évolutions de contexte qui vont susciter des transformations. Et puis, il va y avoir aussi l'ampleur de la diaspora qui va souvent être un des levains des prises de conscience coloniales. Beaucoup de mouvements de libération nationale naissent en immigration, tout simplement parce qu'il y a plus de liberté qu'au pays d'origine. Autrement, le paradoxe, c'est que Mohamed, qui est à Paris, a plus de droits et de liberté que Mohamed qui est au pays. Mamadou, la même chose. Et en contact avec le mouvement militant ici, eh bien, il y a des prises de conscience qui vont se faire aussi. Et c'est ces interactions-là qui vont jouer. Ces interactions vont jouer à deux niveaux. Ils vont d'abord jouer en termes d'emprunt d'un certain nombre de méthodes, d'outils, de modes de réflexion qui vont permettre de penser un mouvement de libération adapté au contexte d'aujourd'hui et non plus des formes de résistance qui correspondaient au siècle auparavant. Mais un second niveau également, qui est la prise de conscience des limites de ceux qui se disent de gauche en Europe, qui pour beaucoup ont une critique du colonialisme sur la marge, c'est-à-dire qu'ils critiquent le colonialisme sur ces violences, comme s'il pouvait y avoir un colonialisme sans violence. Autrement dit, il y a le constat qu'il n'y a pas de remise en cause de l'ensemble du colonialisme. C'est l'époque où la Ligue des droits de l'homme parle encore de colonialisme humanitaire. C'est l'époque où
on a des gens qui disent mais c'est scandaleux ce que font les colons, il faut mettre du droit dans la colonisation, alors que les colonisés, eux, depuis toujours, c'est la fin de la colonisation qui est leur préoccupation. C'est donc la rencontre d'un contexte et d'une résistance qui fait ces évolutions de prise de prise de conscience. Alors sur l'évolution de comment ça s'exprime, comment ça voit le jour, etc. Très souvent, dans la plupart des situations, ça va passer par des rencontres entre colonisés. Les congrès panafricains ont joué une fonction essentielle. C'est lorsqu'on se rend compte que l'on soit au Ghana, que l'on soit en Algérie ou que l'on soit en Guinée, les discours de justification sont les mêmes, les modes de traitement sont similaires, même s'ils peuvent être différents sur certains aspects secondaires, mais le mépris vis-à-vis des cultures et des peuples est similaire. C'est lorsqu'on s'aperçoit de cela qu'on s'aperçoit qu'on a affaire à un système qui est le système colonial et non pas à la méchanceté de tel administrateur colonial ou de tel colon, etc. Et qu'on s'aperçoit qu'en réalité, au-delà des individus, c'est bien un système économique et un rapport et des rapports sociaux qui sont en jeu. Et c'est ces rencontres-là panafricaines qui vont jouer la fonction de catalyseur. Avec donc il y a près d'une dizaine de congrès panafricains qui vont avoir lieu, qui vont d'abord être centrés sur des questions identitaires et sur l'égalité des droits au sein même du système colonial, avant que de passer à l'idée d'une rupture anticoloniale. Le congrès panafricain de 1945 à Manchester est le moment dans lequel on bascule d'un congrès de l'immigration à un congrès africain, puisqu'auparavant c'était essentiellement des militants de l'immigration qui se réunissaient, ou des descendants d'esclaves qui se réunissaient. Là, on va passer à des militants qui viennent d'Afrique, qui sont ancrés dans les syndicats en Afrique, dans le monde paysan, et la rupture va être en termes il ne s'agit pas d'obtenir un mieux dans le cadre du système colonial, mais de réfléchir à comment faire disparaître ce système. Et alors justement, c'est parfait comme transition pour aborder les stratégies d'émancipation, sachant que, comme vous l'avez dit, on est dans une situation très compliquée pour les peuples colonisés, puisque le rapport de force est bien évidemment en leur défaveur, qu'il y a aussi peut-être le souvenir encore des massacres, de la violence face aux révoltes armées, et qui du coup amène à l'expérimentation de nombreuses en fait stratégies d'émancipation dans les différentes communautés, les différentes nations africaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors pour répondre à la question, je voudrais citer deux des leaders. Le premier, c'est Frantz Fanon, qui va être un des premiers à nous apporter, à nous donner en cadeau une véritable réflexion sur les modalités de prise de conscience d'un dominé. Et ça dépasse la colonisation dans tous les rapports de domination. Frantz Fanon nous dit qu'il y a toujours trois étapes qui sont trois étapes quasi incontournables. La première étape, une fois que la violence de la domination s'est imposée, la première étape, c'est de tenter de s'en sortir en essayant de ressembler aux dominateurs. Et donc, que l'on prenne le rapport social sexiste, eh bien, on va avoir cela. Que l'on prenne le rapport d'exploitation capitaliste, on va avoir cela. On va tenter. On pense que la réussite est liée au fait de ressembler à mon dominant. Et donc, on va tenter. Donc, ça va donner, par exemple, ce que Frantz Fanon appelle des nègres blancs, c'est-à-dire des noirs qui sont plus royalistes que le roi, plus colonisateurs que les colonisateurs, qui ont un sentiment d'infériorité, qui tentent de se distinguer de leur peuple, etc. Donc, on va avoir une première période qui va être celle-là. C'est le constat de l'échec de cela, c'est-à-dire que même en étant un bon élève, même en tentant de ressembler aux dominants, eh bien, on reste assujetti et on reste, puisque c'est le principe de la domination, on reste assujetti. Et donc, Frantz Fanon nous dit, mais la seconde phase qui va émerger de cela, de ce constat, ça va être
de tordre la barre de l'autre côté. Ça va être de rechercher tout ce qui me différencie du colonisateur. Et là, on va avoir des affirmations de fierté de sa couleur, de fierté de sa culture, de rejet du blanc. Tout ce qui était valorisé par le dominant va devenir dévalorisé. Tout ce qui était dévalorisé va devenir valorisé. Bref, on va avoir un repli sur soi pour pouvoir s'affirmer, etc. Et nous dit Frantz Fanon, ce n'est que dans une troisième phase que l'on va comprendre qu'on n'a pas affaire à des entités homogènes, mais qu'on a affaire à des systèmes, à un système de domination. Et là, le combat va devenir politique. Donc, je pense que c'est important pour comprendre l'évolution des consciences de prendre en compte ces trois phases-là. On retrouve ces trois phases-là dans chacun des pays d'Afrique. Le second auteur que je voudrais citer, c'est Mandela, qui résume par une phrase le fait que tous les peuples, comme tous les êtres humains, préféreraient s'émanciper par la non-violence, préféreraient mettre fin à la domination tout simplement en alertant sur leur situation. Autrement dit, nous dit Mandela, de mémoire, je cite sa phrase, c'est toujours le dominant qui choisit la forme de la lutte. Ça n'est jamais le dominé. Et donc, dans tous ces pays, dans tous les pays colonisés, ça a toujours commencé, là je parle du mouvement de libération contemporain, celui qui est né après les révoltes paysannes, donc celui du XXe siècle, ça a toujours commencé par des pétitions, par des mouvements non violents, par des mémorandums, par des adresses aux colonisateurs pour qu'ils prennent en compte les effets les plus scandaleux de la colonisation. Et c'est la cécité du colonisateur qui fait que progressivement ça s'est radicalisé. Autrement dit, on a eu d'abord des formes d'alerte, ensuite des formes de non-violence organisée et ensuite seulement, dans un certain nombre d'endroits, des passages à des formes de violence non violente, enfin pas de violence, de mobilisation collective non violente, puis à des formes de révolte armée. Et donc c'est important d'avoir ça en tête, qu'il y a quasiment eu aucun pays dans lequel on est passé directement à la lutte armée. Donc les stratégies ont toujours été des stratégies qui ont été des stratégies d'abord individuelles d'une élite, ensuite de construction de groupes de contestation, ensuite de passage de ces groupes de contestation à des actions collectives non violentes, et ensuite seulement à des formes de contestation plus violentes. Et justement, est-ce qu'on retrouve, j'imagine, en fait, j'ai déjà un peu la réponse en réalité, mais comment se construisent les rapports, les tensions et les rapports de force sur ces stratégies à mettre en place au sein même des communautés opprimées, puisqu'on se rend compte que tout le monde n'est pas d'accord sur l'usage de la force ou tel usage de la force, une certaine gradation, une certaine radicalité. Et du coup, comment est-ce que ça se passe? Comment ça se construit et comment est-ce que finalement ces mouvements d'émancipation arrivent à jongler ou non avec ces tensions et ces désaccords? Alors le débat était permanent. Le débat était permanent, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu l'adoption d'une stratégie qui s'est imposée à tout le monde, etc. Il y a toujours eu un débat permanent. Ça a été très divers aussi à partir du critère d'appartenance sociale. Autrement dit, lorsque les mouvements s'implantaient dans la paysannerie, il y avait une radicalité plus forte parce que eux constataient immédiatement les effets de l'accaparement des terres, leur quotidienneté était touchée. C'était pas la même chose du côté des élites, de cette minorité de la colonisation qui accédait pour gérer la colonie, à qui on donnait quelques postes de couche moyenne, instituteurs, contrôleurs, etc. Donc ça a été aussi divers que la répartition sociale dans chacune des colonies, et ça a été en évolution. Ce qui est certain, c'est que ça a été vers plus de radicalité et que les oppositions ont été mises en scène, y compris par le colonisateur. Ce qui est extrêmement intéressant à constater, c'est que les stratégies du colonisateur, de réponse du colonisateur, n'ont fait que aggraver son isolement. Autrement dit, à chaque fois, il y a eu tentative de s'appuyer, d'ouvrir à une minorité décolonisée dans l'espoir qu'ils allaient servir d'aide à asservir les autres, mais qu'en faisant cela, ils faisaient naître chez cette élite indigène l'idée qu'ils n'étaient pas traités à égalité
et donc ça va pousser une partie de ces élites indigènes à rejoindre les révoltes spontanées des paysans, de ceux qui étaient auparavant paysans et qui sont maintenant salariés ou errant dans les villes, dans les bidonvilles, etc. Et comment est-ce qu'on peut tirer peut-être quelques grandes lignes de succès ou d'échecs, de stratégies en fonction de contextes particuliers pour comprendre un peu aussi en quoi en fait chaque époque, chaque contexte a besoin de stratégies spécifiques, particulières, et pour tordre aussi peut-être un peu le coup à l'idée qu'on pourrait avoir parfois dans certaines sphères militantes qu'il y a des bonnes ou des mauvaises stratégies, et revenir un peu sur justement quelles stratégies ont marché là et pas là, et pour voir un peu la richesse et la nécessité de développer une richesse stratégique en fonction des contextes. Absolument. Alors là aussi, je vais citer Cabral, qui nous dit que il a fait une erreur énorme, nous dit-il. Une des forces de Cabral, c'est la capacité d'autocritique qu'il a eue et à remettre en cause ses points de vue antérieurs. Et il nous dit, moi, ma manière de penser, je l'ai acquise au Portugal, en tant qu'immigré, en tant qu'étudiant au Portugal, et j'ai été séduit par les discours révolutionnaires et par l'approche marxiste, et il dit je ne renonce en rien à cela, mais quand je suis rentré au pays, j'ai essayé de calquer ce que j'avais appris au Portugal. Et donc j'ai essayé de m'appuyer sur le prolétariat. Et ça a abouti à une catastrophe, puisque ça a abouti d'abord à un massacre. Les quelques militants, les quelques dizaines de militants du port, c'était essentiellement des dockers, etc., eh bien, se sont fait massacrer par le système colonial, et le mouvement anticolonial s'est retrouvé avec d'un seul coup une destruction totale. Et il dit, j'en ai tiré comme conclusion qu'en termes de stratégie, je ne dois pas copier les recettes qui viennent d'ailleurs, mais regarder ma société, faire une analyse concrète de la situation concrète de ma société et élaborer ma stratégie à partir de là. Et Cabral va être celui qui va théoriser l'ancrage dans la paysannerie et le fait qu'en Afrique, pour transformer les réalités, il faut partir des structures sociales africaines et en particulier de l'ampleur de la paysannerie. Et donc le choix d'une stratégie, c'est pas qu'il y a des bonnes stratégies et des mauvaises stratégies, c'est leur adaptation à la réalité locale. Et je pense qu'à chaque fois que on a eu un ancrage dans la paysannerie, on a fait des bonds en avant extrêmement importants. À chaque fois que l'on a eu des dimensions de formation des militants, et non pas d'une structuration en termes de chefs et exécutants, on a eu des évolutions importantes. À chaque fois qu'on ne s'est pas contenté d'un axe de lutte, mais qu'on a pris en compte l'ensemble des sphères de la domination, c'est-à-dire du culturel à l'économique, en passant par le syndicat, etc., on a eu des transformations importantes. Et donc, voilà 3 exemples d'éléments qui, pour moi, sont universels. C'est-à-dire que c'est pas seulement des leçons pour l'Afrique, c'est des leçons par rapport à un système. Lorsqu'on a affaire à un système, eh bien, il faut l'attaquer de tous les bouts possibles si on veut réussir. Je ne partage pas le terme d'échec qui est le plus souvent utilisé et que vous avez utilisé tout à l'heure. Je ne partage pas ce terme-là. Je pense qu'on a eu affaire à des défaites et non pas à des échecs. C'est pas tout à fait la même chose. Une défaite, ça veut dire qu'il y a eu un rapport de force qui, à un moment donné, est venu empêcher une dynamique d'aboutir à son terme. Un échec, ça voudrait dire qu'au sein même de la logique qui était mise en avant, c'était condamné d'avance. Et donc c'est pour cela que je fais cette petite distinction sémantique, parce que dans beaucoup de situations, en réalité, on n'a pas laissé faire les expériences. On est venu, on a arrêté des leaders, on a tué des leaders, le livre montre, la plupart des leaders qui sont présentés ont été assassinés. Oui. Et donc, il y a eu des coups d'État, il y a eu des coups d'État fomentés et aidés par les pays européens. Il y a eu des asphyxies économiques. On a été très loin
pour empêcher ces différentes dynamiques d'aller jusqu'au bout. Et donc, moi, je partage profondément la théorie de Cabral sur le fait qu'on a arrêté l'histoire et que c'est plus une défaite qu'un échec. Ceci dit, ça n'empêche pas de regarder les éléments de bilan négatif qu'il peut y avoir, et il y en a effectivement pour moi un certain nombre. Je voudrais en citer 3 qui me semblent vraiment essentiels et qui sont mis en évidence par les figures que j'essaye de présenter dans le livre. Premièrement, il y a la question de prendre vraiment la mesure de ce qu'est la colonisation. Autrement dit, paradoxalement, il y a dans un certain nombre de ces mouvements une sous-estimation de ce qu'est la colonisation. Certes, on en dénonce les aspects les plus visibles, l'existence de colons, la violence militaire, etc. Mais on ne voit pas que la colonisation, c'est d'abord une mise en dépendance. Et que cette mise en dépendance par l'armée n'est qu'un moyen. Et que par conséquent, on peut imaginer une mise en dépendance qui perdure même quand l'armée est partie. Et c'est effectivement ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sortis du temps colonial, simplement on a transformé la colonisation directe par du néocolonialisme dans lequel la violence s'exerce par le FMI, la Banque mondiale, des mécanismes économiques, et qu'on n'a pas besoin de le faire sous l'angle militaire directement, même si ça existe encore également. Et je pense que les mouvements qui ont pris en compte l'ensemble de la mesure de la colonisation ont été des mouvements qui ont été beaucoup plus loin. Je pense en particulier aux théorisations de Cabral, etc. Donc ça, pour moi, c'est le premier élément de sous-estimation dans un certain nombre d'expériences. La seconde dimension, c'est la prise en compte de la dimension économique, justement. C'est-à-dire que le cœur de la colonisation, c'est la mise en dépendance économique. Et que par conséquent, il ne suffit pas de décoloniser pour être indépendant. Décoloniser, c'est faire partir un mode de domination, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas remplacée par un autre, qui est la dépendance économique. Et donc ça passe par la dimension d'autosubsistance. C'est un des grands apports de Sankara, l'autosuffisance, le fait de ne pas dépendre pour les besoins de base de l'économie internationale, de ne pas dépendre pour les besoins de base, la nourriture, les énergies, l'environnement, etc., de ne pas dépendre de l'extérieur, mais d'avoir cette capacité à ne pas dépendre de l'extérieur pour tous ses besoins de base. Eh bien, ça a été un des grands apports de Sankara. Sankara a été quelqu'un qui, en quelques années, a abouti au fait que n'importe quel Burkinabé mangeait à sa faim uniquement avec les productions locales. Et donc, par rapport aux préoccupations écologiques d'aujourd'hui, on voit bien le lien immédiat que ça peut faire par rapport à... Il n'y a pas besoin de multiplier ces importations de l'autre bout du monde par rapport à des produits qu'on peut produire localement. Et bien, je pense que dans un certain nombre d'endroits, on a pensé la colonisation dans l'immédiat, c'est-à-dire comment faire sortir le colonisateur. Alors, c'était en gros un mouvement dégagiste. On savait ce que l'on ne voulait plus, on n'avait pas encore pensé à ce que l'on voulait. Et au moment des indépendances, eh bien, on s'est retrouvé, comme on n'avait pas pensé ce que l'on voulait, eh bien, on s'est retrouvé avec des mécanismes plus insidieux de dépendance et de domination. Tout ça pour dire que l'avenir, ça se pense. Sankara disait « oser inventer l'avenir ». Eh bien, je pense que dans le mouvement de rejet d'une domination, le rejet n'est pas suffisant. Il faut aussi anticiper ce que l'on veut pour demain, sur la base de quelles valeurs, de quelle répartition, de quels éléments clés on veut construire le lendemain. Il ne s'agit pas de définir dans le détail la société de demain, mais de définir les critères qui vont nous permettre de la construire. Est-ce que oui ou non, la propriété privée va continuer à être la forme dominante et donc imposer sa loi à la société? Est-ce que oui ou non, les services de base seront des services qui appartiendront à tout le monde ou appartiendront à des privés? Est-ce que oui ou non, on se base d'abord sur nos besoins locaux ou est-ce qu'on construit une économie pour exporter? Cette anticipation du devenir a été parfois sous-estimée et ça va provoquer au moment des indépendances une faiblesse dans les stratégies extrêmement intelligentes des anciennes puissances coloniales pour se
pour se maintenir. Et puis dernière dimension de limite qu'il faut garder en tête à certains endroits. Hein, encore une fois, c'est très divers, donc il y a des endroits où c'était pris en compte, des leaders qui les ont pris en compte, et à d'autres endroits où c'était sous-estimé. La dernière dimension, c'était comment résister à un système de domination qui a déjà plusieurs siècles et des mécanismes puissants d'action. Lorsqu'on tient la Banque mondiale, lorsqu'on tient le FMI, lorsqu'on a les richesses des pays européens, on a des moyens d'imposer autrement que par la force physique sa domination. Et donc il y a l'idée des conditions pour en sortir. Et je pense qu'une des conditions pour en sortir, eh bien, c'est de ne pas raisonner uniquement pays par pays, mais de raisonner à l'échelle du rapport de force nécessaire pour contrebalancer les forces des dominants. Et ça introduit toute la logique panafricaine, qui a été un des éléments de beaucoup des leaders qui sont présents dans le livre, cette idée que pour résister aux colonisateurs, que ce soit de manière militaire ou de manière économique ou de manière de construction d'une autosuffisance alimentaire, eh bien, il fallait penser à l'échelle au moins régionale, si ce n'est à l'échelle du continent. Et ça a été souvent sous-estimé, ce qui va permettre aux anciennes puissances coloniales de jouer un pays contre l'autre, un leader contre l'autre, de balkaniser, de diviser. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un des modes d'action principaux. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on ressent à la lecture du livre, hein, qui nous laisse un peu déprimé parfois de voir à quel point en fait les colonisateurs et les empires ont réussi finalement à se maintenir à travers différentes formes, hein, notamment ce qu'on pourrait appeler le néocolonialisme, à savoir la domination purement économique. J'aimerais d'ailleurs qu'on y revienne un petit peu. Il y a un passage qui moi m'a beaucoup marqué dans le livre à travers ce que la stratégie mise en place par la France et notamment à travers De Gaulle sur l'imposition notamment du franc CFA, de règles très strictes en économie en échange d'une pseudo décolonisation, enfin en tout cas d'un départ des colonisateurs sur place, et ça apparaît très clairement comme étant quelque chose de très bien conscient, très bien pensé en stratège pour garder en fait la mainmise sur des ressources, sur des peuples et sur un certain pouvoir. Et il y a une autre chose qui, moi, m'a frappé, c'est vraiment, en fait, cette difficulté de créer une certaine unité des oppressés contre l'oppresseur. Et c'est quelque chose qu'on abordera après, hein, sur les leçons qu'on peut tirer de cette expérience aujourd'hui, parce que c'est aussi quelque chose que l'on voit aujourd'hui dans les mouvements sociaux, écologiques en France, hein. C'est cette difficulté en fait de s'unir, d'avoir un front commun, même s'il peut apparaître parfois évident. Et finalement de se mettre d'accord pour lutter ensemble. Absolument. Alors, sur les stratégies d'adaptation du colonisateur, vous avez raison de souligner l'exemple gaulliste, qui a été un exemple qui a été mené de main de maître. Hein. En réalité, on a une logique de fissuration du système colonial qui commence avec les indépendances en Asie, qui vont être les premières indépendances arrachées et qui vont avoir un effet sismique. Autrement dit, la réaction des peuples africains, ça va être de dire mais si c'est possible en Asie, la fin du système colonial, pourquoi ne serait-ce pas possible ici? Et donc ça va créer un dynamisme de transformation de la réalité et une radicalisation des mouvements anticoloniaux. Et ça va continuer avec la défaite française à Dien Bien Phu et la fin de la colonisation française au Vietnam. Et là, on va avoir quelque chose qui va immédiatement avoir un effet en Afrique, qui va être le déclenchement de la lutte armée en Algérie en 1954. Et là, le système colonial va se retrouver dans un moment de crise extrêmement important, le système colonial français, avec une hantise qui est que l'ensemble des colonies françaises suivent l'exemple algérien. Et en réalité, c'est pas que l'exemple algérien, puisqu'en même temps que l'Algérie, il y avait le Cameroun qui déclenchait une lutte armée également. Donc là, on avait deux colonies
qui s'engageaient dans la lutte armée. Bien entendu, imaginons une généralisation de la lutte armée à toutes les colonies. La France ne pouvait pas tenir, y compris militairement. Et donc, il y avait cette hantise-là. C'est ce qui va conduire de manière très consciente De Gaulle à considérer qu'il fallait changer la forme du système colonial. Autrement dit, il fallait muter pour se maintenir. Il fallait changer de visage pour maintenir le fond. Il fallait changer la forme pour maintenir le fond. Et donc, on va, de manière au forceps, on va accélérer l'histoire en déclenchant des indépendances factices, en choisissant qui on va mettre à la tête de ces indépendances, et surtout en corsetant ces indépendances par une série d'accords économiques, militaires, par une série d'accords culturels qui vont, du point de vue militaire, laisser en dépendance, donner la possibilité à la France d'intervenir à n'importe quel moment dans les affaires intérieures du pays pour choisir les chefs d'État qu'elle souhaitait, qui, du point de vue économique, construit toute l'économie des anciennes colonies en fonction des besoins de Paris et de la société française, et non pas en fonction des besoins des peuples colonisés, et qui, du point de vue culturel, construit un système de formation où les élites sont entièrement dépendantes de leurs formateurs qui sont ici et non pas en fonction des réalités locales. Et donc, qui vont être des relais après, beaucoup de ces intellectuels formés en Occident vont ensuite être les relais d'application des théories économiques libérales, ultralibérales, etc. Bref, on a un système qui est très bien pensé pour maintenir la dépendance sans la présence militaire totale, permanente et durable. Et comme le colonisateur est très conscient aussi du fait que des pays qui auraient une aura, une assise géographique plus large, sont des pays qui peuvent s'émanciper plus rapidement, eh bien on va balkaniser. On a un système, pour la France, c'est la caricature, puisque on a la colonisation française qui a construit deux entités interétatiques qu'on appelait l'AOF, Afrique occidentale française, et l'AEF, donc qui regroupaient plusieurs territoires et qui avaient une économie commune, qui avaient une cohérence économique. Eh bien, pendant toute la colonisation, on va les maintenir en cohérence internationale, interétatique. Et là, au moment des indépendances, on impose une indépendance par pays. Dans le livre, je décris en détail les modalités d'imposition, mais on va couper, de la même façon que la colonisation a coupé des ethnies en deux, là, on va couper des cohérences économiques pour éviter qu'ils puissent prétendre à une autonomie alimentaire, à une autonomie économique, etc. Et donc, ces deux dimensions-là vont être des dimensions qui vont expliquer pourquoi on est passé du colonialisme au néocolonialisme sans que ça vienne atteindre les économies des pays dominants qui vont continuer à en profiter comme auparavant. Et alors pareil, il y a moi un autre point très spécifique, mais qui m'a beaucoup parlé puisque je suis de formation économique, qui est la dépendance en fait des banques centrales des nouveaux États qui accèdent à l'indépendance, enfin à la fin de la colonisation politique, on va dire, enfin je sais pas si on peut, enfin de la présence sur le territoire en tout cas, qui est assujetti en fait derrière à la Banque de France. Et ça m'a vraiment fait penser à ce qui a été mis en place aussi au début des années 2000 en Europe avec l'indépendance de la Banque centrale et finalement l'incapacité des États membres de l'Union européenne de jouer de la politique monétaire, d'être libres d'action sur leur politique monétaire et donc vraiment de se couper un bras dans ce qu'on appelle les politiques keynésiennes entre politique budgétaire et politique monétaire. Et quand on voit ça à travers votre récit justement, la mise en place des ressorts économiques de domination, c'était vraiment assez criant, je trouve, que de stratégie et pour asseoir cette domination. Absolument, ça a été un des outils essentiels qui empêchait, quand bien même vous aviez un leader progressiste ou un collectif progressiste qui voulait transformer les choses, il devait le faire dans une situation où les moyens d'action étaient diminués par ces accords qui étaient des accords tronqués. De même, la valeur du franc CFA en tant que tel, le fait de l'aligner sur le franc, et de l'aligner après sur l'euro,
fait que il y a une perte de capacité d'action monétaire, une perte de capacité en tout cas c'est une inégalité systémique qui est mise en place, et donc la monnaie franc CFA ne représente pas la réalité des économies dans lesquelles ça fonctionne, mais sont un mécanisme de dépendance vis-à-vis de l'euro aujourd'hui. Et c'est vrai que, alors, il y a souvent des discours à droite, à l'extrême droite, sur le fait que, bon, bah, vous voyez, en fait, les peuples africains ne sont pas capables de s'émanciper de lui parce que même alors qu'ils ont fait la décolonisation, bah, finalement, ils sont en retard, hein, je mets avec beaucoup de guillemets, etc. Oui. Et on voit bien que en fait, tout ça s'explique parce que, comme vous le disiez, la colonisation n'a jamais pris fin, elle a juste muté. Absolument. D'une autre manière, mais que ces peuples sont toujours sous la houlette, sous le joug en fait vraiment de puissance capitaliste occidentale. Et du coup, oui, on voit mal aussi aujourd'hui comment en fait on pourrait réussir à s'émanciper concrètement, étant donné vraiment le poids et la puissance de ces mécanismes. Absolument, avec quand même une dynamique d'espoir, c'est qu'on voit bien en quoi des évolutions du contexte font que ça crée de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, sans idéaliser, mais aujourd'hui, le simple fait que il y ait non pas des libérateurs, mais qu'il y ait une opposition avec d'autres puissances, le fait que la Chine se développe, qu'il y ait des pays émergents, fait qu'on voit apparaître des tentatives de prise de distance avec les anciens colonisateurs. Parce que tout simplement, le champ des possibles en termes d'appui est plus large. Non pas que ce soit les autres qui apportent l'émancipation, mais simplement, on n'est pas contraint à un face-à-face avec un unique acteur, un unique mécanisme. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle, sans illusion sur les autres acteurs. Ce qu'il faut avoir en tête, tout simplement, c'est que le champ des possibles est de nouveau ouvert. Et d'ailleurs, je pense que ça explique un certain nombre de situations d'aujourd'hui, comme en Afrique de l'Ouest, avec les coups d'État au Niger, au Burkina Faso et au Mali, qui sont venus remettre des choses qu'on avait vues disparaître depuis très longtemps maintenant. Par exemple, quand au Niger, on dit à Veolia de partir, pour une entreprise nationale, c'est un élément qui avait disparu. Et donc, ça ne veut pas dire que tout est gagné au Niger, ça veut dire tout simplement qu'il y a de nouveau des choses pensables qui étaient considérées comme complètement impossibles et utopiques compte tenu de la mondialisation ou de l'état du monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, effectivement, ce jeu des puissances et cette transformation des contextes géopolitiques, on la retrouve aussi à travers l'histoire du XXe siècle, et notamment avec finalement cette tripartition entre une Europe déclinante et puis cette opposition très frontale entre l'URSS et les États-Unis. Et dans l'histoire, elle explique aussi comment certains mouvements ont pu se développer en jouant sur finalement cette danse géopolitique, si on peut l'appeler comme ça, ce qui me permet peut-être de faire une transition vers une partie où j'aimerais qu'on aborde, succinctement malheureusement, mais trois figures que moi j'ai trouvé absolument remarquables et extrêmement inspirantes en fait dans votre livre, qui sont celles de Mehdi Ben Barka, Amilcar Cabral et Thomas Sankara. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu sur les contextes et les vies de ces trois personnes et en quoi en fait elles sont une source d'inspiration dans les volontés d'émancipation des peuples? Alors je commencerai par Cabral et Ben Barka, Sankara venant un peu plus tard. En termes il est plus jeune. Cabral et Ben Barka sont des personnes qui commencent leur militantisme au moment où le mouvement de libération nationale est déjà développé dans un certain nombre de pays, dans lequel l'idée d'une indépendance nationale est déjà assise et fait déjà partie des revendications, et ils appartiennent tous deux à cette petite élite qui a eu accès à la scolarité coloniale. Et donc ils maîtrisent le discours colonial, ils maîtrisent les mécanismes de justification coloniale, et ils choisissent de se mettre au service, non pas de leur carrière,
puisque les deux étaient promis, pouvaient prétendre à une grande carrière, mais ils se mettent au service des masses populaires de leur pays, de manière très consciente. Les deux l'abordent tel quel, en disant, c'est Cabral qui l'a théorisé, en parlant de suicide de classe, et en disant, moi, que le système colonial est prêt à m'accepter en me faisant un sort un peu meilleur que celui des autres, je dois décider consciemment de ne pas défendre mes intérêts, mais de défendre les intérêts de la majorité de mes concitoyens, qui, eux, sont des indigènes considérés comme moins que rien. Les deux ont cette caractéristique-là, et Cabral le théorise en disant, s'il n'y a pas cette réflexion-là, de la part des couches moyennes, de comprendre qu'ils ne peuvent pas être uniquement dans la défense de leurs intérêts, mais doivent faire un travail idéologique de rupture avec la construction que le colonisateur a fait d'eux, et eh bien, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout des indépendances réelles. Ben Barka va être quelqu'un qui, je voudrais souligner 3 de ses apports. Le premier apport de Ben Barka, ça a été la compréhension du fait que les transformations matérielles d'une société ne sont stables, durables, réelles, que si elles s'accompagnent d'une transformation des rapports sociaux. Autrement dit, il ne suffit pas de faire une réforme agraire, encore faut-il que dans la réforme agraire, les rapports sociaux que l'on met en place soient des rapports sociaux qui viennent créer véritablement une transformation. Il va le théoriser en disant cette belle phrase, articuler les tracteurs et l'esprit coopératif. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de moderniser, il s'agit de créer aussi des rapports sociaux coopératifs. Donc, transformer matériellement les choses, donc construire des usines, construire des routes, etc., mais aussi transformer ou créer des rapports sociaux qui permettent véritablement une indépendance. Donc la transformation est véritablement totale. Elle est à la fois dans les subjectivités et dans l'objectivité. Elle est à la fois dans la transformation du mode de vie économique et dans la transformation de la manière de concevoir les rapports entre les gens. Ça, pour moi, ça a été un des grands apports de Ben Barka. Le second qu'il a en commun avec Cabral, c'est l'appui sur les masses. Là aussi, Ben Barka montre une force d'autocritique, puisqu'il le fait en autocritiquant sa propre position auparavant, puisqu'il a cru pendant tout un temps qu'il allait pouvoir, ce qu'il appelle la lutte en vase clos, autrement dit, ne pas dire aux masses ce qui le distinguait, ce qui l'opposait au roi du Maroc, puisqu'il était dans un conflit avec le roi du Maroc sur les mesures à prendre, et au lieu de prendre les masses en témoin et de s'appuyer sur elles, il considérait que la force de la conviction allait permettre, et la bonne tactique, la bonne stratégie allait permettre de s'en sortir. Et il en tire comme conclusion que ça a été son grand échec, que c'était une erreur fondamentale, et qu'il faut mettre tous les débats au sein des masses. Il faut que ce soit transparent pour que les gens puissent être de véritables appuis et qu'on puisse partir d'eux dans les oppositions inévitables qu'on aura avec des dominants ou des gens qui acceptent un morceau de libération mais pas de transformer totalement la réalité. Et puis, le troisième élément chez Ben Barka, ça a été la compréhension du lien entre émancipation nationale et émancipation internationale. C'est ce qui va l'amener à s'engager dans ce formidable mouvement qu'est la tricontinentale, auquel j'ai consacré un autre ouvrage, qui a été un moment particulier, qui a duré près d'une dizaine d'années, dans lequel des dynamiques révolutionnaires, qu'elles soient en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, d'où le terme de tricontinentale, s'articulaient pour se considérer comme faisant partie d'une lutte commune. Et en plus, cette dynamique tricontinentale n'était pas coupée de l'Europe, simplement les partenaires européens, donc des mouvements militants, syndicaux, etc., européens qui travaillent avec la tricontinentale, on leur demandait de parler après les autres, parce que c'était d'abord un mouvement de libération coloniale, et donc ils n'avaient pas à donner de leçons, mais à se considérer à égalité. Voilà 3 apports de Ben Barka qui sont encore d'une grande actualité. On peut aujourd'hui moderniser un pays sans transformer les mentalités, sans créer de nouveaux rapports sociaux, et donc Ben Barka est toujours d'actualité. On peut aujourd'hui avoir encore le mythe qu'une petite élite va transformer une société, en oubliant que la seule garantie de la durée, c'est quand les masses se sont emparées de cette transformation. Et on peut encore aujourd'hui ne pas voir l'ampleur des liens et de la nécessité de la solidarité
et là je parle pas seulement des 3 continents, je parle du monde entier, l'importance de, quand un peuple se libère à un endroit, des effets positifs que ça a à un autre endroit. On peut encore aujourd'hui l'oublier. Voilà pour Ben Barka. Pour Cabral, je le disais tout à l'heure, un des premiers grands apports de Cabral, ça a été la compréhension du fait qu'il n'y a pas de recette miracle. L'émancipation n'est pas un prêt à porter, c'est du sur-mesure, c'est toujours le résultat d'une adaptation à la réalité locale, nationale, etc. Et que par conséquent, toute théorie émancipatoire, quelle que soit sa qualité, et Cabral est de ceux qui dit on n'a pas à faire la fine bouche devant des théories qui viennent d'ailleurs. À chaque fois que l'humanité a essayé de se libérer, eh bien, on doit s'en inspirer, et donc on doit apprendre de l'Europe, on doit apprendre des États-Unis, et les États-Unis et l'Europe doivent apprendre de nous. Et donc on a à capitaliser l'ensemble des efforts mondiaux depuis plusieurs siècles pour s'émanciper, mais on doit à chaque fois faire ce travail d'adaptation et non pas simplement à les copier. Donc on ne va pas reproduire dans une colonie ou dans un pays d'Afrique aujourd'hui la révolution de 1917 en Russie. Comme on ne va pas reproduire les gilets jaunes, c'est des réalités locales qui doivent être adaptées à la réalité. Ça, c'était un grand apport de Cabral d'insister sur la nécessaire rupture avec l'eurocentrisme, la nécessaire rupture avec l'idée qu'il y aurait des théories toutes faites applicables partout, et qu'au contraire, c'est l'effort local, régional, national qui permet d'élaborer des stratégies. Le second apport, j'en ai parlé, donc je ne fais que le reciter, c'est cette idée que toutes les classes sociales n'ont pas égal intérêt à un monde libéré. Toutes les classes sociales n'ont pas un égal intérêt à un monde dans lequel on prend au sérieux, on prend en compte sérieusement l'écologie. Toutes les classes sociales n'ont pas également intérêt à un monde dans lequel l'autosuffisance passe avant le marché mondial. En fonction des différentes classes sociales, il y a des intérêts plus ou moins importants. Et si Cabral fait cette analyse de classe au sein de la société africaine, donc sans reproduire les analyses de classe européennes, il regarde sa société et il tente de la comprendre, et il nous dit, en Afrique, les classes populaires sont celles, et je pense qu'en Europe aussi, sont celles qui ont le plus intérêt à un monde libéré du profit, à un monde libéré du marché mondial, à un monde libéré de la propriété privée. C'est-à-dire que c'est en partant de ces classes-là qu'on peut construire une véritable écologie, une véritable autosuffisance, et un véritable socialisme, puisque Cabral pensait qu'il fallait une économie socialiste. Le troisième apport de Cabral, c'est de penser la place de la culture. En gros, Cabral nous dit, vous savez, la culture, c'est autant que le matériel, c'est ce qui permet de transformer les choses. Un peuple qui ne connaît pas sa culture, un peuple qui n'a pas les moyens de son développement culturel, est un peuple qui souvent va être dominé, et donc il insiste beaucoup sur la culture comme moyen de la libération nationale. Et il n'a pas attendu les indépendances pour le mettre en place, puisque la scolarisation était dans les territoires libérés généralisée, puisque il considérait que il ne suffisait pas de faire de belles pièces de théâtre si on n'allait pas les jouer devant des paysans analphabètes, si on n'allait pas les jouer devant ceux qui n'ont pas accès au théâtre, etc. Bref, c'est dans ce lien entre culture et masse populaire qu'il pensait construire l'avenir. Et puis, dernier rapport de Cabral, sa conviction que l'avenir ne pouvait pas être la reproduction du passé. Comme je le disais avec Frantz Fanon tout à l'heure, un des réflexes, une fois qu'on a compris que le colonisateur ne nous donnera pas spontanément l'égalité, eh bien, c'est de tenter d'aller rechercher dans le passé des solutions à l'avenir. On a cette tentation aussi dans un certain nombre d'expériences qui était de dire on va retrouver l'Afrique précoloniale. Non, on ne retrouvera pas l'Afrique précoloniale. C'est une réalité qui est impossible. Comme on ne retrouvera pas la France paysanne communautaire d'avant le capitalisme, on ne retrouvera pas. Et donc, il s'agit non pas d'un projet de retour dans le passé, mais d'un projet de connaître ce passé pour réinventer une réalité adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Et donc, Cabral n'est pas un passéiste et il critique ce qu'il appelle le culturalisme, c'est-à-dire cette déification d'une culture qui ne bougerait pas selon le temps. Pour lui, une culture est vivante, elle doit correspondre aux problèmes d'aujourd'hui et non pas être un prêt-à-porter qu'on se passe de génération en génération. Il reste Sankara qui est
celui qui, d'ailleurs, se présente comme tel, celui qui se présente comme l'héritier. Il se présente quelques années après des moments où des coups d'État, des assassinats, des asphyxies économiques ont empêché ces expériences émancipatoires d'aller jusqu'au bout, et il en tire un certain nombre de leçons, et donc qu'il présente comme étant des héritages qu'il essaye de développer, de faire fructifier. Je voudrais en citer 4 qui me semblent essentiels. D'abord, le fait que les élites et l'État doivent donner l'exemple. Autrement dit, à aucun moment n'est justifiée l'idée qu'on a trop connu dans de nombreux pays, pas seulement en Afrique, dans lequel il y a un État qui vit dans l'opulence alors que les populations vivent dans la pauvreté. Parmi des gestes qui ont pu être présentés comme symboliques, mais qui ne sont pas symboliques, c'était des outils pour mobiliser les peuples et les masses et pour les mettre en mouvement, eh bien, il y a toutes les mesures d'austérité, non pas pour la population, mais pour les fonctionnaires, mais pour les hauts fonctionnaires, pour les ministres, etc. Le second élément d'apport de Sankara, pour moi, ça a été de la prise en compte que la libération touche simultanément à l'ensemble des sphères où est inévitablement affaiblie, ce qui va amener Thomas Sankara, malgré la pauvreté du Burkina Faso, à enclencher les chantiers de la santé, les chantiers de la réforme agraire, les chantiers de l'instruction en même temps, et avec une méthode qui est de partir d'abord des mobilisations collectives. C'est ce qu'il appelait, dans son langage puisqu'il était militaire, il avait tendance à utiliser des termes militaires, ce qu'il appelait les commandos. Donc il y avait des commandos de la santé, des commandos de l'instruction, etc., qui ont réalisé de véritables miracles, mais qui ont réalisé des véritables miracles en permettant à ceux qui en étaient bénéficiaires d'être eux-mêmes, après, des acteurs pour le diffuser. Par exemple, ceux qui avaient été alphabétisés devenaient alphabétisateurs. Ceux qui avaient appris les premiers gestes, les premiers rudiments des soins par rapport à des maladies qui faisaient des dégâts, devenaient ensuite des soignants. Bref, on avait cette logique-là qui était que, comme disait Cabral, celui qui sait apprend à celui qui sait pas. On n'a pas un monde de sachants et un monde de non-sachants. On a des gens qui, à certains moments, savent et transmettent à ceux qui savent pas, qui eux-mêmes vont transmettre. Donc, il y avait cette idée d'un entraînement de la société et d'une généralisation de ceux qui apportent. Le troisième élément pour moi chez Sankara, ça a été la compréhension du lien avec la dimension internationale. Son discours sur la dette reste un des discours qui est, pour moi, essentiel aujourd'hui, avec une solution qui reste la solution qui, pour moi, est la plus rapide, mais qui, bien entendu, suppose que des conditions politiques soient réunies, puisque Sankara proposait ni plus ni moins que l'ensemble des pays africains décident ensemble d'arrêter de payer la dette, de refuser de payer la dette, qui d'ailleurs n'est que le premier pas vers le nécessaire. Au-delà de la dette, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, et Sankara le dit très clairement, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, dans tout l'argumentaire dans son discours sur la dette, il précise que en réalité, il faut des réparations. Il va falloir que les économies qui se sont construites sur la base de la destruction de peuples entiers, donc toutes les économies industrialisées qui continuent à dominer le monde aujourd'hui, puissent réparer les dégâts qui ont été faits et qui sont des dégâts qui jusqu'à aujourd'hui perdurent. Et c'est pas quelque chose de scandaleux, puisque ces pays-là, lorsqu'ils ont été confrontés à des destructions, ont imposé des logiques de réparation. En 1914 et lors de la guerre 14-18, on a imposé aux vaincus des réparations. En 1945, on a imposé à l'Allemagne des réparations. Bref, cette idée de réparation qui est considérée comme normale à un endroit doit aussi être prise en compte à d'autres endroits. Et rappelons, je me permets aussi, rappelons aussi que la dette allemande a été en partie complètement effacée. Hein. Absolument, oui. Quand on a eu besoin après dans le conflit avec l'Union soviétique, on a oublié ça, bien entendu. Et puis dernière dimension qui est essentielle, c'est cette dimension d'autosuffisance. Sankara dit on ne peut pas prétendre avoir une politique indépendante si on n'est pas capable de produire nous-mêmes notre propre alimentation. Et ça a été une vraie leçon, une leçon de choses, puisque ça n'a pas été qu'un discours,
puisque dans les faits, au moment où Sankara est assassiné, la population dispose de 3 repas par jour, ce qui était loin d'être le cas au moment où il commence à diriger le pays. Donc on voit bien qu'on n'a pas seulement affaire à des praticiens, ni simplement affaire à des théoriciens. On a affaire à chaque fois, pour ces 3 figures-là, à des gens qui à la fois transforment la réalité et tentent de théoriser et de penser ce qu'ils sont en train de faire, et dans les 2 sens. Et donc on voit bien qu'on a là affaire à des personnes qui sont dans un combat réel pour transformer la réalité et la pensée de cette réalité. Et c'est en ce sens-là qu'on a des choses à apprendre d'eux, pas seulement en Afrique aujourd'hui, mais aussi ici. Alors complètement, c'était vraiment, quand j'ai lu le livre, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux. En fait, c'est à quel point cette pensée, à quel point ces pratiques, ces expérimentations sont actuelles, sont contemporaines en fait, pour nous aider à penser les luttes sociales et écologiques ici en France, hein, en 2024. Par exemple, que ce soit sur l'autosuffisance, que ce soit sur la nécessité effectivement d'une éducation populaire, comme vous l'avez dit, en fait, sur la compréhension des luttes de classe au sein même des peuples ou des populations opprimées par les dominants. Tout ça, en fait, est vraiment très actuel. Et j'aimerais qu'on prenne un peu de temps maintenant pour justement réfléchir à quelles leçons, même si on a déjà tiré pas mal de leçons en fait, hein, d'un point de vue historique, mais qu'est-ce que ça peut nous dire des stratégies qui pourraient être intéressantes à développer aujourd'hui dans le cas en fait du rapport de force actuel, que ce soit par exemple dans la lutte pour l'eau, pour les terres sur l'agroécologie, que ce soit sur la transformation du droit pour la protection de l'environnement, etc. Qu'est-ce que en fait ces expérimentations et ces histoires nous apprennent? Alors, pour moi, elles nous apprennent un certain nombre de choses et je ne peux être que caricatural dans le peu de temps qu'on va avoir. Je pense que d'abord, ça doit nous amener, je l'ai déjà dit, je le répète, il n'y a pas de recette émancipatoire. Donc on ne trouvera pas une théorie qui définira pour nous définitivement et à l'avance tout ce qu'il faut faire. Nous devons, en même temps que nous agissons, continuer à penser l'émancipation et non pas chercher la recette miracle et s'opposer aux autres parce qu'on serait en désaccord sur une virgule ou sur un détail, comme c'est trop souvent le cas. Vous avez parlé de la division tout à l'heure. Bien, très souvent, quand on regarde de près, on est plus sévère entre nous qu'avec ceux qui sont en face de nous et qui nous détruisent. La seconde leçon qui me semble vraiment essentielle, c'est l'articulation des échelles. Autrement dit, la notion d'autonomie et la notion d'autosuffisance, elle doit se jouer à toutes les échelles. Et donc les critères de décision doivent être à la fois des critères de complémentarité, mais aussi des critères dans lesquels aucun des espaces n'est dépendant des autres espaces. Parce que sinon, vous créez toujours la possibilité qu'un espace s'empare du pouvoir pour dominer l'ensemble de l'économie. Ce sont des entités libres qui peuvent contractualiser de manière égalitaire et non pas dans des liens de dépendance. À chaque fois que vous êtes dans du lien de dépendance d'un espace par rapport à un autre, eh bien le pouvoir de domination peut se réinscrire, combien même il ne serait pas là, il ne serait pas là au début. La troisième leçon pour moi, c'est de vraiment construire par en bas. Autrement dit, de toujours avoir en tête que la logique de construction n'est pas une logique d'un plan qui est descendant, mais une logique de l'innovation par en bas. Ce qui veut dire aussi que on doit prendre les révoltes comme elles viennent et non pas attendre la révolte idéale pour pouvoir la soutenir. Je dis ça parce que trop souvent aujourd'hui, on oublie que les gens se révoltent comme ils peuvent, comme le contexte le permet, comme les moyens à disposition le permettent, et que par conséquent, on n'a pas à faire la fine bouche devant les révoltes qui arrivent. Il faut les prendre telles qu'elles viennent pour agir en leur sein
afin de mener un certain nombre de débats et permettre leur transformation et leur amélioration. J'ai trop entendu au moment des Gilets jaunes des gens faire la fine bouche en disant oui, mais ça c'est pas clair, mais ils n'ont pas pensé à ça, mais ça c'est contradictoire, mais il y a des idées fascisantes, etc. Je pense que les révoltes qui vont venir, parce que inévitablement ce système qui est un système destructeur pour l'humanité, un système qui est invivable pour les générations futures, que des révoltes sont inévitables, mais elles prendront des formes qui vont être des formes inattendues. Elles prendront des formes qui vont être des formes qui ne seront pas forcément prévues, et que par conséquent, il faut toujours être à l'écoute de ce qui bouge et de ce qui naît, et non pas dans l'idée que je connais déjà la réalité et je la construis dans mon bureau. Je crois que c'est en restant ancré au sein de ceux qui ont le plus intérêt à transformer la société qu'on pourra agir. Autrement dit, puisque vous êtes dans une orientation écologique, je pense que si on oublie que ce sont les masses populaires qui, en termes d'intérêt, ont le plus intérêt à l'écologie, on oubliera de faire ce travail de jonction avec les classes populaires, et on aura un mouvement écologiste qui sera déconnecté du réel, quand bien même il dirait plein de choses intéressantes. Et je pense que c'est ces leçons-là qui me semblent des leçons qu'on peut tirer des expériences africaines. Moi, j'ai une question qui me vient tout de suite, en fait, et qui m'obsède depuis un moment, hein, d'ailleurs, c'est quand vous parliez de Cabral tout à l'heure sur le fait que y a une lutte de classe en interne au sein des peuples opprimés et des personnes qui ont des intérêts divergents. Est-ce que, en fait, penser des stratégies d'émancipation à une échelle d'un État ou à une échelle si globale de population a un sens? Est-ce qu'on est capable, en fait, de trouver des intérêts convergents et de mener en fait une lutte avec tout le monde, ou en tout cas, enfin, qui permettrait une certaine unification à travers ce contexte en fait d'intérêts complètement divergents et de gens qui en fait ne veulent concrètement pas voir certaines personnes s'émanciper, ou sur certains aspects, comme vous l'avez dit. Comment est-ce qu'on fait avec ça en pratique? Alors, moi je pense que tout mouvement émancipatoire aujourd'hui doit d'abord s'ancrer dans certaines des catégories sociales. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va avoir des mouvements qui ensuite vont converger. Je pense que s'il manque un élément au système global, qui est l'organisation des plus démunis, inévitablement, on va avoir ces tensions entre catégories sociales. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre grande faiblesse, c'est que ceux qui ont le plus intérêt à changer le monde sont les moins organisés, pour des raisons matérielles, pour des raisons de pauvreté, etc. Et donc, il va falloir se poser la question de ça veut dire quoi organiser les plus démunis. Je pense ensuite que il y a absolument nécessité de prendre en compte l'évolution du capitalisme, qui a, sur un aspect, le capitalisme va être notre allié. C'est-à-dire que sa logique paupérise de manière beaucoup plus forte qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, des catégories qui s'estimaient protégées jusqu'à aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, le déclassement des classes moyennes, par exemple, qui n'a rien à voir avec la paupérisation des classes populaires, qui est beaucoup plus forte. Mais le simple déclassement des classes moyennes fait qu'un certain nombre d'entre eux commencent à se poser la question, un certain nombre d'individus commencent à se poser la question, mais il faut que je m'engage politiquement. Donc on voit bien en quoi il faut voir la convergence dans la durée, et que ce qui n'est pas possible à un moment peut le devenir à un autre moment. Mais encore une fois, ça ne sera possible de manière solide que si les plus démunis, eux, sont organisés. Et donc moi, je pense que l'effort essentiel des syndicats, l'effort essentiel des forces politiques, l'effort essentiel des associations devrait être comment je m'ancre dans les classes populaires, comment je prends place dans les classes populaires. Si je ne fais pas ça, quelle que soit ma sincérité, quel que soit mon courage, je me retrouverai en décalage avec ceux qui ont le plus intérêt à transformer le monde. Je vous remercie beaucoup, Saïd Bouamama, pour cet échange et surtout pour l'écriture de votre livre, Figure de la Révolution africaine. Vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est absolument passionnant. Donc, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. À bientôt.